j'ai la lourde charge de vous parler d'un malentendu qu'on appelle la fleur. Effectivement, quand on observe un peu naïvement la fleur, et je dois vous dire que c'est une naïveté que j'ai partagée comme jeune botaniste, tout se passe bien, tout est fait d'harmonie et d'effets d'annonce qui promettent le meilleur, et on peut le supposer, qui conduisent au meilleur. Effectivement, la fleur peut être vue comme quelque chose d'harmonieux. On a, la plupart du temps, je reviendrai sur les exceptions, mais dans 80% des cas, c'est les insectes qui vont déplacer le pollen. Alors, ils viennent chercher du nectar ou une autre source de nourriture, et en échange, ils déplacent du pollen et opèrent la fécondation, et quelque part, la visite d'un insecte est la promesse de fruits et de descendants. C'est presque une promesse d'éternité pour la fleur. Alors, il y a un petit détail quand même, c'est quand vous observez la fleur, vous remarquez qu'il y a du pollen et un pistil, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les organes mâles et les organes femelles, et on se demande l'intérêt de payer un insecte à transporter du pollen quand on a tout à domicile. En fait, il faut bien réaliser une chose, c'est qu'on dit souvent que les insectes interviennent dans la fécondation des fleurs, mais c'est un tout petit peu réductionniste ou un tout petit peu imprécis, plus exactement. Ça intervient dans la fécondation croisée. La fleur pourrait très bien s'auto-féconder, mais il y aura un risque de consanguinité. Après tout, on est très consanguin avec soi-même, n'est-ce pas? Et c'est une façon d'éviter le risque de la consanguinité. Bien. Donc c'est le prix, l'insecte, de la pollinisation croisée. Mais il n'empêche qu'à ce détail près, tout le monde y trouve son compte. Et il peut se dégager une impression d'harmonie. Alors, quand on examine les choses, une fleur, c'est du 3 en 1. Il y a 3 choses dans la fleur. Il y a d'abord ce qui permet à la fleur de réaliser la fécondation. C'est-à-dire il y a la production de pollen, et puis il y a les parties femelles qui sont au milieu et qui reçoivent le pollen. C'est l'équipement minimum pour arriver à faire la fécondation. C'est-à-dire pour être fécondé par les autres fleurs et pour féconder d'autres fleurs avec son propre pollen. La deuxième chose, c'est que l'insecte, il s'en fiche complètement, hein. Il vient manger. Enfin, la plupart du temps, c'est ça qu'il vient chercher. Il y a ce qu'on appelle la récompense. C'est-à-dire qu'il y a là du sucre ou des choses que va pouvoir prélever l'insecte pour se nourrir. Et c'est la raison pour laquelle il visite ces fleurs. La plupart du temps, c'est du sucre. Or, le sucre a une propriété, c'est qu'il n'a ni couleur, ni odeur. Enfin, plutôt, il a 2 absences de propriété. Il n'a ni couleur, ni odeur. Alors, allez localiser du sucre dans le paysage quand vous êtes un insecte. L'insecte vient se nourrir, mais ce qu'il vient chercher, il ne peut ni le voir, ni le sentir. Donc, la fleur, c'est une troisième chose, c'est un affichage. C'est-à-dire, c'est des couleurs et des odeurs qui vont permettre à l'insecte de localiser ce qu'il cherche, mais qui n'est pas visible par soi-même. Il y a ces 3 choses-là dans une fleur. Et puis, quand on regarde ça, on dit « Ah ouais, c'est rudement bien fait, parce que tout ça, ça tient dans une fleur. » Alors, en fait, c'est pas si bien fait que ça. Mais continuons à imaginer que c'est bien fait et observons combien l'affichage est réussi. Les fleurs sont très visibles. On va déjà insister sur le côté coloré. Je ne vais pas tellement insister sur les odeurs, mais c'est quand même aussi quelque chose dont j'aurais pu vous parler. Mais je vais surtout vous parler de ces couleurs qui colorent notre environnement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder comment, à cette saison printanière, on commence à avoir plein de fleurs. On a vu des corydales, notamment, tout autour, là, qui sont en train de fleurir. Il y a tout plein de très jolies fleurs et tout plein de très jolies couleurs, parce qu'effectivement, la couleur, c'est un des moyens d'afficher la fleur. Alors, il y a notamment des composés jaunes dans certaines fleurs, il y a quelques caroténoïdes, mais il y a aussi beaucoup de composés qu'on appelle des flavonoïdes, qui sont jaunes ou blancs, alors notamment comme ceux du chèvrefeuille ou du jasmin. Quand on a des fleurs blanches à flavonoïdes, c'est souvent des fleurs qui, vous le voyez, deviennent jaunes en vieillissant, parce que quand les flavonoïdes s'oxydent, ils jaunissent ou ils rosissent. Bon. Alors ne vous leurrez pas, hein, quand vous avez une fleur blanche à flavonoïdes, ça veut dire que dans les UV, il y a certains UV qui sont absorbés et d'autres pas. Et si vous étiez, comme beaucoup d'insectes, capables de voir dans l'ultraviolet, eh bien vous verriez des choses très contrastées par rapport à l'environnement aussi. C'est-à-dire que là où voyez-vous une fleur blanche, si vous voyez dans l'UV, il y a des contrastes de couleurs ultraviolettes très fortes. Mais pour vous, vous ne les voyez pas. Néanmoins, ces fleurs blanches à flavonoïdes, c'est celles qui jaunissent. Et puis, on a aussi dans l'environnement des fleurs bleues ou rouges. Et là, c'est
des composés comme les anthocyanes qui sont très souvent à l'action, qui peuvent être bleus ou rouges. En fait, ces composés ont une couleur qui change selon l'acidité. Quand vous prenez un myosotis et que vous le mettez dans du vinaigre blanc, ça prend un certain temps, mais votre myosotis va devenir rose. Inversement, certaines fleurs roses, quand vous les mettez dans de l'eau savonneuse, a donc un pH qui va être neutre, vous allez les voir bleuir. Et donc c'est ces composés, les anthocyanes, qui sont stockés dans une partie de la cellule qu'on appelle la vacuole, et l'acidité de la vacuole va régler la couleur. D'ailleurs, ça nous explique que certaines fleurs aient des virages colorés, du bleu au rouge ou du rouge rose au bleu, comme c'est le cas de cette pulmonaire, lors de leur développement. C'est juste que l'acidité de la vacuole change. On va revenir sur ces changements de couleur au cours du développement. Vous verrez qu'ils ont un rôle dans l'affichage. Mais enfin, ça nous fait penser, ça, alors regardez encore un autre bel exemple avec ces hypoméas, de bleuissement au cours du développement. Et bien sûr, cette histoire de bleu et de rouge, ça nous fait penser, pour ceux d'entre vous qui sont jardiniers, au gros problème des hortensias. Et on nous dit, bah oui, sur les sols acides de Bretagne, on peut avoir des hortensias bleues, mais il faut que le sol soit soit acide pour que... Ah merde. Il faut que le sol soit acide pour que les fleurs soient bleues. Ça ne marche pas. Alors ça ne marche pas parce qu'en fait, il y a un autre paramètre qui règle la couleur des hortensias, c'est la quantité d'aluminium ou de fer, mais surtout d'aluminium, qu'il y a autour des anthocyanes. Les anthocyanes bleuissent quand on leur rajoute de l'aluminium. Or, les hortensias sont bleues sur les sols riches en aluminium. Qu'est-ce que c'est qu'un sol riche en aluminium ? C'est un sol qui est sur une roche qui peut donner de l'aluminium, comme le granit ou le basalte, mais pas le calcaire, et un sol qui est acide, parce que si le sol n'est pas acide, l'aluminium précipite sous forme d'hydroxyde d'aluminium et ne bouge plus. Donc il ne peut pas rentrer dans la plante. Par contre, si le sol est acide, l'aluminium bouge, il rentre dans la plante trouve ça toxique, elle entasse ça dans ses vacuoles où il y a les anthocyanes, et les anthocyanes changent de couleur. Donc il faut effectivement que le sol soit acide et riche en aluminium, auquel cas l'aluminium circule dans le sol, rentre dans la plante, et la plante le met dans les vacuoles, et les anthocyanes, s'il y en a, bleuissent. Donc c'est vrai qu'il faut que le sol soit acide, mais il faut surtout qu'il y ait de l'aluminium. Et c'est pour ça que quand vous rajoutez du sulfate d'aluminium dans votre sol, souvent ça ne marche pas. Parce que si votre sol n'est pas acide, vous avez beau mettre de l'aluminium, il précipite dans le sol, il cristallise et il ne se passe rien. Bien. Bon, c'est rangé. Il y a aussi tout un tas de dessins qui permettent de savoir comment atterrir et les servir. Alors, les insectes, en fait, apprennent à se servir de ce qu'on appelle les guides, qui, en fait, convergent en général vers l'endroit où il y a et le nectar, donc ils apprennent à s'en servir pour cette raison, mais où se trouve aussi le pollen ou bien le pistil, et donc ils opèrent la fécondation. Alors, ces affichages-là sont complétés par le fait que très souvent la fleur a une symétrie bilatérale, qui en fait est bien adaptée à la réception et à la manipulation de l'insecte. L'insecte, il a une symétrie bilatérale. Et donc, vous pouvez mieux le canaliser vers les parties à polliniser ou les parties fonctionnelles si vous-même, fleur, vous avez une symétrie bilatérale plutôt qu'une forme en étoile. Alors ça, c'est intéressant parce que quand on regarde... Ça, c'est un arbre évolutif des plantes terrestres. On a l'ancêtre commun, là, puis on a les branches qui apparaissent. Alors, pour que ça tienne sur la page, on vous l'a foutu en rond, comme ça, mais c'est un arbre évolutif. Et on voit dans cet arbre la transition des fleurs ancestrales qui sont étoilées, on dit actinomorphes, comme le coquelicot ou la renoncule, à des fleurs à symétrie bilatérale. Vous voyez que ça s'est passé plusieurs fois dans l'évolution, qu'au cours de l'évolution, la fleur prend une symétrie bilatérale qui permet de s'adapter encore mieux à la forme de l'insecte. En fait, dans l'évolution, vous voyez qu'on a 175 passages des fleurs étoilées aux fleurs bilatérales, zygomorphes, c'est le nom technique, alors qu'on n'a que 73 passages dans le sens contraire, c'est-à-dire des fleurs qui ont une symétrie bilatérale qui redeviennent dans l'évolution des fleurs étoilées. Donc on sent que ça doit être pas mal adapté, ça, parce qu'on fait plus souvent, on évolue plus souvent vers ça que vers ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, tout ça, on se dit « Oh, c'est bien fait ». Alors, on ne peut pas ne pas parler de Darwin. Petit passage par cet Angræcum,
qui a un très très long éperon, et on se dit, ben alors, vu que le nectar est là, il doit y avoir au moins un insecte qui a une trompe assez longue pour aller chercher ça. Et de fait, on a trouvé ce papillon qui est une sous-espèce d'un papillon qui était connu à l'époque de Darwin, mais une sous-espèce à trompe très longue, sous-espèce qu'on a nommée prédite parce que Darwin avait prévu que, et c'était pas forcément un tour de prodige, hein, qu'il devait y avoir un insecte qui avait une trompe comme ça. Et effectivement, ce qui se passe, c'est tout bête, c'est plus c'est long, plus les insectes ont intérêt à avoir une trompe longue, mais quand ils ont une trompe très longue, ils arrivent à butiner sans taper sur le pollen ou sur les parties réceptrices de pollen, donc ça favorise ceux qui ont un éperon encore plus long, parce que là, l'insecte vient buter contre les parties à polliniser quand il met sa trompe, et du coup, ils ont des trompes très longues et ils butent plus dessus, donc, et on a une course-poursuite comme ça entre la longueur de la trompe et la longueur de l'éperon, jusqu'au moment où, en fait, ça ne peut plus progresser, parce que ça devient trop fragile, et ça casse. Bon, on voit que finalement, le mot-clé là-dessous, c'est la coévolution. Alors, j'insiste pas trop sur les insectes qui évoluent aussi pour s'adapter aux fleurs, mais on voit très bien que les fleurs s'adaptent aux insectes, et on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait. En plus, les insectes sont complètement miros, hein, leurs yeux sont pas terribles. Hein. Une abeille, elle voit à 1 mètre de distance, elle ne peut voir qu'une tache de 20 cm de diamètre. Et souvent, les fleurs sont en groupe. Alors, il y a le choix. Vous pouvez faire des grandes fleurs, c'était l'angrécum précédent, ou vous faites des fleurs en tas. Et comme ça, les insectes peuvent voir. Donc, il y a vraiment de l'affichage de loin, quoi. C'est le principe du panneau publicitaire en grand. Alors, il y a d'ailleurs un affichage par tous les moyens qui consiste à recruter d'autres parties de la plante pour faire une tache plus grande dans le paysage. Et ça vous explique les virages colorés. Il y a plein de plantes, hein, il y a plus d'une trentaine de familles de plantes dans lesquelles c'est décrit, où vous avez des changements de couleur au cours du développement de la fleur. Par exemple, les boutons n'ont pas la même couleur quand ils sont fermés et commencent à s'ouvrir que la fleur adulte. Ou encore, les boutons n'ont pas la même couleur que les fleurs adultes. Et les vieilles fleurs n'ont pas la même couleur que les fleurs adultes. Chez le lotier, hein, les boutons sont rouges, il y a des anthocyanes. Ces anthocyanes sont modifiées, elles sont plus colorées quand la fleur est adulte, et puis quand la fleur vieillit, hop, ça redevient rouge. Il y a des fois où le changement coloré se fait avec l'âge, des fois il se fait entre le bouton et la fleur épanouie, et puis des fois il y a les deux. Alors à quoi ça correspond tout ça? Les lanthanes sont sans doute le meilleur exemple. Vous avez les fleurs jaunes qui sont les fleurs avec nectar, fertiles. Hein, les deux, la fleur est fonctionnelle, elle a à la fois du nectar pour les insectes et elle est capable de donner ou recevoir du pollen. Et puis il y a les vieilles fleurs qui n'ont plus rien, sauf une belle couleur rouge. Alors avec ça, on peut faire des expériences. On fait un petit bouquet dans lequel, vous voyez, il y a à peu près... On va proposer différents... On va voir comment se comportent les insectes. Hein. Pour l'instant, on s'en fiche des insectes. On leur propose des lots où il y a pratiquement autant de fleurs des deux couleurs. D'accord? Donc, s'ils visitent au hasard, ils vont visiter autant des fleurs jaunes que des fleurs rouges. D'accord? Puisqu'il y en a autant. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils visitent. Ah, on voit que les abeilles, les papillons et les syrphidés... Alors, papillons, on va y revenir. Les abeilles et les syrphidés, hein, c'est des diptères qui ressemblent beaucoup à des hyménoptères, mais qui ne sont pas des hyménoptères parce qu'ils n'ont que 2 ailes. Hein, c'est des mouches pollinisatrices, puis ils ont des gros yeux aussi. Ils ne se trompent pas, hein, ils vont toujours là où il y a à manger, et là où c'est utile. Alors, les papillons, eux, sont un peu plus cons. Ils se plantent quand même. Et en fait... Tout ça, c'est des phénomènes de mémorisation. Et les hyménoptères et les diptères ont une bien meilleure mémoire, une bien meilleure capacité d'apprentissage que les lépidoptères, et c'est ce qu'on voit ici. En fait, l'idée, c'est qu'ils apprennent très vite qu'il y a une couleur qui est utile et l'autre pas. Voilà. Et ça, c'est génial, parce que comme vous avez des fleurs qui conservent une couleur, vous avez une tache qui attire, mais quand l'insecte s'approche... Même s'il est un peu miro, quand il est tout près, il voit très bien qu'il y a 2 couleurs, et lui, il a appris où est-ce qu'il pouvait manger. Et alors, c'est génial parce que ça évite qu'il aille se
qu'il aille sur une fleur où il n'y a plus rien à faire, ou rien encore à faire parce que c'est un bouton, et donc qu'il se décourage et qu'il reparte sans rien avoir prélevé. Ça évite aussi qu'en farfouillant sur un bouton ou en farfouillant une vieille fleur, il abîme la future fleur ou le futur fruit. Vous y êtes, ça évite les accidents techniques, ça évite le découragement de l'insecte. C'est tout bon, quoi. C'est bien fait. Hein. Voilà, une petite impression d'harmonie. Alors, malheureusement, le monde, il est fait de ce qui survit, et de ce qui survit à tout prix, y compris au prix des autres. Et l'histoire n'est pas si simple. Et cette harmonie, vous savez très bien, en fait, si vous examinez les choses, qu'elle est souvent tordue. Alors, je vais d'abord montrer des exemples très tordus, et puis, en fait, vous montrer que la plupart du temps, la structure de la fleur évite ces problèmes-là. Cette harmonie n'est pas si nette. Parce qu'en fait, regardez, il peut y avoir tout ça, c'est l'intérêt de la fleur n'a pas d'intérêt direct à ça. Si elle est visitée, elle n'a pas intérêt à nourrir les insectes. Il faut juste qu'elle soit visitée. Or, elle peut très bien avoir l'air d'être une fleur, avoir tout ce qu'il faut de son point de vue, sans avoir ce qu'il faut du point de vue de l'insecte. L'insecte, lui, il est là pour manger. Il ne se dit pas, si je ne pollinise pas les fleurs, mes enfants auront des problèmes. Moi, je connais une espèce qui émet du CO2 dans l'atmosphère et se dit, tiens, mes enfants auront des problèmes. Est-ce qu'elle arrête d'émettre du CO2 dans l'atmosphère ? Non. Donc, ça veut dire que, outre que les insectes ne sont pas conscients de l'avenir, s'ils étaient conscients de l'avenir, je ne suis pas sûr qu'ils feraient mieux que nous. Donc, l'insecte, lui, bon, il est venu pour ça. Hein. Vous y êtes ? Et s'il arrive à faire ça sans faire ça, comme il n'y a pas de lien mécanique. Vous y êtes ? C'est des choses différentes. C'est du 3 séparé, mis ensemble en un. Donc, il y a des manipulations, et en fait, il y a un malentendu. L'insecte, lui, il voit ça, il se dit, je vais manger. La plante, elle affiche ça, elle dit, je vais me reproduire. Ils ont pas... Alors, ils ne se disent pas ça, ils ne sont pas conscients. Mais leur logique évolutive, c'est que la plante, elle est sélectionnée par ça, et l'insecte, il est sélectionné par ça. Ils ne sont pas du tout sélectionnés par la même chose, et ça donne des catastrophes. Ça donne des cas où l'un utilise l'autre sans réciproque, et vice-versa. Alors, en fait, ça donne ce qu'on appelle un risque de tricherie. Ce qu'on appelle un tricheur, c'est un organisme qui, dans une interaction qui normalement est à bénéfice réciproque, commence à se comporter en parasite. C'est un parasite dans le cas d'une interaction qui est normalement à bénéfice réciproque. Et ça, on en connaît, l'abeille. Parce que tout le monde dit, oh, l'abeille, sans abeille, il n'y aurait pas de fruits. Bon, d'accord, c'est pas une raison pour tuer les abeilles, ce que je vais dire. Mais vous avez vu les petites pelotes de pollen, là ? À votre avis, le pollen qui est là, il a beaucoup de descendance ? Non, parce qu'en fait, la catastrophe, c'est que pour que ça colle, elle l'emballe, elle le mouille un peu dans du nectar. Du coup, ça fait une boulette qui tient bien. On va les revoir tout à l'heure. Hein. On peut même les ramasser, les boulettes de pollen. Et donc, le pollen, il dit, tiens, il y a du liquide et tout, je commence à germer. Oui, il commence à germer, puis comme il n'est pas sur un pistil, il meurt. D'accord ? Donc, c'est du pollen irrécupérable et détourné de sa fonction. Moi, si j'étais une plante, je préférerais être pollinisé par un syrphidé, c'est-à-dire ces petits diptères qui ne s'intéressent pas au pollen et qui mangent du nectar. Ça, c'est le début d'une tricherie. Alors, par ailleurs, comme elle est toute poilue et que quand elle charge son pollen, elle s'en fout partout, l'abeille transporte aussi du pollen qui ne sera pas humecté et qui va pouvoir germer. Donc, ok. Mais honnêtement, moi, défendre les abeilles en disant que c'est défendre la pollinisation, moi, je préférerais qu'il y ait moins d'abeilles et plus de pollinisateurs spontanés qui sont mis en péril à la fois par le fait qu'ils n'ont plus de lieu de ponte, qui sont exposés à des pesticides et qui sont exposés à la concurrence des abeilles domestiques, plutôt que des abeilles. Je veux dire, les abeilles sont des bonnes sentinelles, mais ce n'est pas les meilleurs pollinisateurs du monde. Mais après, c'est quand même des pollinisateurs, ok ? Mais on sent la petite tendance à la tricherie. Et je ne dis pas qu'il faut décimer les abeilles. Hein. Je dis même que, comme on est conscient que les abeilles existent et qu'on peut les compter, c'est une bonne façon de voir si le milieu permet aux insectes de survivre. Mais bon. Alors, dans le genre exploitation, il y a toutes ces orchidées qui s'amusent à faire des trucs qui ont la silhouette d'une femelle, l'odeur d'une femelle et le toucher d'une femelle. C'est toutes ces orchidées qui font des leurres sexuelles, comme on dit, et qui excitent beaucoup les mâles. Alors, quand on parle d'excitation, c'est ce qu'on appelle une pseudo-copulation, et souvent il y a éjaculation, c'est-à-dire que le mâle, il perd des spermatozoïdes qui ne lui feront pas des descendants. Alors, ils s'escriment tant et si bien qu'ils vont se coller sur le front l'ensemble du pollen,
qui sont des étamines un peu modifiées, qui ont une queue collante. Alors, est-ce que ça va marcher? Ah, voilà. L'insecte repart le front couvert de honte. Alors, s'il recommence un peu plus loin, souvent, donc, le caudicule qui est ici, en séchant, là, il n'est plus encapuchonné, donc il va sécher, il se rabat vers l'avant, et s'il recommence à faire ça, il va cette fois-ci le déposer à ce niveau-là, sur la partie réceptrice. Donc, on connaît ces histoires-là parce qu'elles sont assez anecdotiques, et les plantes ont très souvent, dans leur évolution, construit des fleurs qui, en fait, trichent. C'est-à-dire que l'insecte, là, il y gagne rien, et il y perd même du sperme si c'est un mâle. Et d'ailleurs, c'est plutôt des jeunes mâles naïfs. En début de saison, ça marche moins en fin de saison parce qu'ils finissent par faire la différence entre une poupée florale et une vraie femelle. Mais sur un malentendu, ça peut marcher. Alors, on a plein d'exemples comme ça. Vous savez que l'arôme est aussi alors non pas une fleur, mais une inflorescence. Ceci est un ensemble de fleurs qui manipulent les insectes. Alors, regardez comment ça marche. On a un étranglement de cette feuille-là qui est autour de l'inflorescence. On a un étranglement ici. Et cet étranglement, comme il est fait par une torsade sur elle-même de la feuille, il peut être plus ou moins ouvert. On a une colonne centrale où il y a des fleurs qui sont femelles, mâles, et transformées en poils. Au tout début du processus de floraison, les fleurs femelles sont mûres. Elles émettent une odeur, enfin il y a une odeur qui est émise par le spadis qui est ici, qui donc chauffe et volatilise une odeur souvent putride, une odeur de charogne. Ça attire des insectes qui sont souvent des insectes charognards. Ils rentrent là, et puis ça se referme, ça se réenroule un peu, et ça se referme sur l'anneau de poil, sur les fleurs modifiées d'un anneau de poil. Donc les insectes sont enfermés ici. En plus, c'est plus transparent là que là. Souvent, là, c'est un peu rougeâtre. On ne le voit pas dans ce cas-là. Si, on voit que c'est un peu rougeâtre. Et là, c'est pas rougeâtre. Donc, comme les insectes, quand ils veulent s'enfuir, ils vont vers la lumière, ils vont vers le bas. Mauvaise idée. Si jamais ils sortent d'un truc comme ça, ils sont pleins de pollen, ils en tartinent sur les fleurs femelles. Quelques jours plus tard, les fleurs mâles viennent à maturité, donc il y a plein de pollen qui sort. Souvent, là, il y a un petit coup de chauffe qui fait que, les insectes, vous savez, ils sont d'autant plus actifs que le milieu extérieur est chaud. Donc, ils commencent à bouger, ils se tartinent de pollen. Ça se déroule légèrement, donc la lumière passe. Ils se disent, tiens, on va essayer par là, et vouf, ils repartent. Et s'ils font la connerie de recommencer, ils pollinisent. Bon, l'insecte, là, il ne va pas arriver grand-chose. Alors après, il y a certains arômes chez lesquels il y a un peu de sécrétion de nectar pour être sûr que quand les insectes piégés repartent, ils soient bien en forme. Et là, des fois, on a secondairement des formes de tricheurs qui redeviennent dans l'évolution des partenaires un peu plus fiables. N'empêche que ces insectes sont venus pour pondre sur des cadavres, et que là, ils risquent... Enfin, s'ils pondent, c'est pas une bonne idée. De façon amusante, la même chose a évolué sur une fleur isolée, c'est la fleur des aristoloches. C'est pareil. Cette fleur, elle a un espèce de pavillon avec un étranglement et puis un corps dans lequel il y a tout le reste des pièces florales. Alors l'insecte, il est attiré par des odeurs, il rentre là. Là, il y a des petits poils qui sont dans ce sens, qui fait qu'il peut rentrer, mais c'est une vraie nasse parce qu'il ne peut pas ressortir. Et en plus, regardez, là, c'est tout noir et là, c'est transparent. Il y a une fenêtre, donc quand il va vers la lumière, il va par là et pas par là, parce que là, souvent, il ne voit pas bien la lumière, notamment parce que ça projette une ombre sur le col. Donc là, il ne voit pas trop de lumière par ici, c'est foncé, il y a l'ombre, là, il y a du rouge, par contre, là, il y a de la lumière, et donc, voilà. Alors si jamais vous êtes dans une situation où il y a un long couloir avec la lumière au bout, faites demi-tour. Faites demi-tour. Donc là, c'est pareil, d'abord, la fleur est femelle. Si jamais l'insecte sort d'un piège semblable, il amène du pollen. Et puis, secondairement, le pollen mûrit, les insectes se tartinent de pollen, et là, les poils se délitent, et souvent, ce tube change de direction en vieillissant, en se ramollissant, et ils peuvent ressortir. Oui, le même piège qui a évolué autour d'une inflorescence, celle de l'arôme, un groupe de fleurs, ou autour d'une fleur, et donc c'est un truc qui a évolué plusieurs fois. Mais ça, c'est un peu le truc marrant qu'on raconte, mais c'est assez exceptionnel. La vérité, c'est que la plupart du temps, c'est très simple de piéger un insecte sans ressembler à une femelle
ou ressembler à un cadavre ou à quelque chose d'attirant qu'il recherche, il suffit d'avoir l'air d'une fleur, mais sans nectar. Et c'est ce que font beaucoup d'orchidées qui poussent le vice jusqu'à avoir un éperon. Typiquement, quand vous êtes à l'insecte, vous dites « Oh, ça doit être plein de nectar », sauf que là, il n'y a pas de nectar, ou alors c'est de l'eau. Alors de telles fleurs attirent les insectes. Regardez, il y a des petits guides aussi, là, voilà, et puis ils mettent leur trompe là-dedans, ils ne trouvent rien. Alors puis comme en plus ils ne trouvent rien, ils farfouillent, et ça augmente la probabilité qu'ils décollent l'ensemble du pollen ou qu'ils en déposent. Bien. Mais là encore, ça ne marche que sur les naïfs. Regardez plutôt. Parce que si ça marchait tout le temps, toutes les fleurs feraient ça. Quitte d'ailleurs à ce qu'elles aient plus de descendants au bout d'un certain temps, faute d'insectes. Mais le truc, c'est qu'à court terme, ça c'est rentable parce que vous ne faites pas de nectar. Pourquoi c'est pas général? Parce que c'est pas si rentable que ça. Regardez. On va faire une petite prairie où on va mettre autant de dactylorhiza, donc d'orchis sureau, avec leurs petits guides, leur bonne tronche de fleurs sympas, mais où il n'y a rien, et des mimulus qui ressemblent beaucoup à première vue, alors on espère que c'est pareil pour les insectes, et qui ont aussi des petits guides, et qui, ces mimulus, ils ont du nectar. On en met autant, donc on s'attend à ce que les visites, si elles sont au hasard, se fassent autant. On lâche des bourdons qui n'ont jamais vu ça, qui ont été nourris sur des tomates, des choses comme ça. Bon. On les lâche et on fait une première visite, on les lâche pendant 20 minutes, on filme tout à la caméra, on compte le nombre de visites. Et on s'aperçoit, alors on le refait plusieurs fois, mais qu'en moyenne, le nombre de fleurs de dactylorhiza visitées, c'est 35% et 65% de mimulus. Mais si vous regardez l'écart qu'on a ici, l'intervalle de confiance de 95%, parce qu'on refait plusieurs fois l'expérience, vous voyez que cet écart, il couvre 50%, donc statistiquement, c'est pas différent de 50%. On peut dire que d'un point de vue statistique, même si c'est un peu moins, on ne peut pas dire qu'ils visitent moins les fleurs qui servent à rien que les fleurs qui servent à quelque chose. On les a laissés jouer et bouffer pendant 20 minutes, on les rentre dans la ruche, et on les laisse bien jeûner pour qu'ils aient faim, et on les relâche. Et là, en fait, on s'aperçoit que ça, c'était le début d'une tendance d'apprentissage, et qu'ils ont appris, ils ne refont pas 2 fois la bêtise. Vous y êtes ? La fois suivante, ils savent quoi visiter, ils ont appris les subtiles différences, peut-être pas si subtiles d'ailleurs pour des insectes, pour nous ça peut paraître subtil, peut-être que pour eux c'est plus simple, en tout cas ils apprennent à faire la différence, ils apprennent. Pourquoi les insectes apprennent? Justement parce que ceux qui apprennent pas, ils passent leur temps à faire des conneries sur des fleurs inutiles. Et ils ont moins de descendants que ceux qui savent faire la différence et qui savent mémoriser. La mémorisation chez les insectes, c'est une chose qui fait que c'est du coup pas si rentable pour les plantes de tricher. Et donc le monde n'est pas bien fait, il ne survit que ceux qui s'adaptent aux turpitudes de leurs partenaires. En fait, ce qui se passe là, c'est que ces capacités de mémorisation des insectes, c'est ce qui leur permet de ne pas être la proie des fleurs tricheuses. Et ça, c'est vraiment important. Ça fait que finalement, on peut tricher, mais l'avantage, il est marginal. Il est sur des individus naïfs, qui n'ont pas encore appris. Et ce n'est pas hyper rentable. Vous faites des économies sur la ressource puisque vous ne donnez rien à votre partenaire, mais vous êtes moins pollinisé. Vous pouviez payer plus cher pour être plus pollinisé, mais en gros, tout ça, ça se vaut. Il n'y a pas de meilleure stratégie. Il y a des fleurs qui trichent et d'autres pas. Voilà. Grâce à cette mémorisation qui est le produit d'une coévolution, voilà, ça recommence, d'une coévolution, la capacité d'apprendre des insectes, c'est parce qu'ils ont évolué avec des fleurs qui éventuellement pouvaient les manipuler, sans intention, mais pouvaient les utiliser sans les aider à se reproduire. Ceux qui ont laissé ça se faire ne sont plus là. Il n'y a que ceux qui, dans l'évolution, ont acquis des capacités de mémorisation. Et c'est dommage pour les papillons, parce que ce n'est pas les plus doués. Mais bon, ils survivent quand même, les papillons. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là, mais ça fait quand même 2 fois qu'on a vu les orchidées passer dans notre discours, et c'est pas pour rien que Darwin avait, dans une lettre à Hooker d'ailleurs, dit qu'il trouvait l'étude des orchidées éminemment utile pour se convaincre comment presque toutes les parties d'une fleur sont co-adaptées à la fertilisation par les insectes, et donc le résultat d'une sélection naturelle, même dans des détails insignifiants de leur structure. Alors c'est le moment, justement, de nous poser la question de la fleur. Comment les fleurs sont adaptées à des insectes qui ne sont pas sélectionnés pour les polliniser, mais pour s'y nourrir. La logique de l'insecte est de manger. Comment la fleur fait avec un truc qui vient juste manger et qui s'en fiche complètement de déplacer le pollen? Répétons-le. Plus vous mangez, plus vous avez de descendants. Alors, évidemment, si vous vous nourrissez sur la fleur,
ça va aider à se reproduire. Un jour, vos descendants n'auront plus de fleurs, mais vous aurez envahi le monde avant qu'il n'y ait plus de fleurs. Et donc, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est comment, alors que ça, les insectes pourraient très bien tricher, comment la plante limite ce risque. Alors, la première chose vient de cette idée que l'insecte ne vient pas chercher que du nectar. Il peut venir chercher autre chose. Et ça, vous le savez. Quelle autre chose est très souvent prélevée sur la fleur par l'insecte pour se nourrir en dehors du nectar? Le pollen. Et ça, c'est sûr que si vous avez un insecte qui vient manger le pollen, c'est sûr qu'il va toucher au pollen. C'est obligé. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il va en manger une bonne partie, mais si jamais il mange salement, ils vont s'en mettre sur les babines et sur les poils, d'accord? Alors ça va vous coûter une partie du pollen, mais quand il va passer sur une autre fleur, il est possible qu'il en emmène une partie, vous voyez, sur ses poils. D'ailleurs, pour le coup, c'est ce qui arrive pour l'abeille. Ça, c'est des poils d'abeille. Bon, l'abeille ne fait pas que manger du pollen, elle le fait un peu, hein. Elle en prélève à des fins alimentaires. Mais elle ne fait pas que ça. Et il y a des parties, il y a des pollens qui se coincent sur les poils, et c'est ce pollen-là qui sera sauvé. Donc, quand l'insecte mange du pollen, vous êtes sûr qu'il va toucher au pollen, donc vous êtes sûr qu'il va en emmener. Par contre, il y aura une partie du pollen qui sera dévorée ou stockée dans les pelotes quand c'est une abeille. Alors ça nous explique ces fleurs qui ont des étamines en grand nombre et très jaunes. Ça veut dire « mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi ». C'est un signe de pollen. C'est jaune. Il y en a beaucoup d'étamines, donc ça va permettre de compenser le fait qu'une partie du pollen est mangée. Et ça a évolué c'est apparu plusieurs fois dans l'évolution. Ça nous rappelle nos problèmes de botanistes tout jeunes à distinguer les rosacées des renonculacées. Dans les deux cas, hein, on a énormément d'étamines et énormément de pollen. Vous vous souvenez que la différence qui sert à rien, c'est que, parce que c'est pas facile à voir, chez les renonculacées, les étamines sont en spirale, alors que chez les rosacées, il y a 5 champs qui sont fixés directement sur les sépales. Et en fait, ça reflète le fait qu'on considère que dans l'évolution, la polystaminie, le grand nombre d'étamines est apparu secondairement chez les rosacées à partir de 5 étamines qui se sont redivisées, et ça fait 5 champs d'étamines qui sont fixés sur les sépales, et c'est ça qui permet vraiment de les repérer, quoi. Est-ce que c'est une spirale ou non, ça on ne le voit pas. Tandis que chez les renonculacées, c'est une disposition ancestrale où on avait une spirale qui donnait des sépales, puis des pétales, puis des étamines, puis les carpelles, c'est-à-dire ce qui allait donner les graines. Donc, bon, on a 2 exemples ici de plantes qui ont plein d'étamines, soit par une situation qui est primitive pour la fleur, soit par une situation qui est apparue secondairement dans l'évolution. Mais là encore, vous voyez que c'est arrivé plusieurs fois dans l'évolution, c'est une adaptation aux insectes qui viennent chercher du pollen. Ce qui est jaune dans le pollen, c'est un composé qui fait partie de l'emballage du pollen et qui est assez inévitable parce que c'est lui qui fait la résistance de la paroi du pollen, une résistance telle que le pollen se retrouve très longtemps après sa mort. Vous pouvez détecter le pollen dans des tourbières, dans des dépôts de toutes sortes, et même identifier les espèces, parce que la sporopollénine, c'est un composé extrêmement résistant qui rend résistante la paroi du pollen. Donc c'est un peu inévitable que le pollen soit jaune, et c'est un bon signal de pollen quand c'est jaune. Vous voyez, le pollen, c'est jaune. Ah, zut, pas toujours. En fait, il y a beaucoup de plantes qui ont des étamines imprégnées, voire même le pollen lui-même imprégné d'anthocyanes, parce que jaune de sporopollénine et bleu-rouge d'anthocyanes, faites le mélange, ça fait noirâtre, noir-bleu. Et ça, c'est moins repérable pour quelqu'un qui cherche du jaune. En fait, quand vous avez des étamines en plus petit nombre et des étamines qui sont de couleur bleu-noir, c'est un masquage du pollen qui permet d'éviter d'attirer trop les insectes attirés par le pollen. Dans ces cas-là, vous êtes sur des scénarios où il y a moins de pollen produit, donc souvent moins d'étamines. Ça ne marche pas à 100%, mon histoire, mais quand même, quand il y a beaucoup d'étamines, elles sont jaunes. Quand il n'y en a pas beaucoup, elles sont souvent noires à cause d'anthocyanes pour les planquer. Et ça ne marche pas toujours. Mais quand même, le jaune, ça se voit mieux. Bon. Alors là, vous êtes sûr que les insectes touchent le pollen. Le problème, c'est qu'ils vous en bousillent une partie. C'est pas idéal, hein. Et donc, l'idée, c'est que le nectar, ça permet que l'insecte vienne sans manger le pollen. Mais du coup, il peut commencer à se débrouiller autrement.
Et ça, c'est le cas général. Les insectes viennent souvent chercher du nectar. C'est le cas général des plantes qui ont souvent des étamines colorées en plus, ce qui leur permet d'éviter les insectes qui mangent le pollen. Et donc, là, eh ben, tiens, enfin un syrphidé, 2 ailes, des gros yeux, voilà. Si vous regardez ça loin, vous dites, tiens, c'est un hyménoptère. Bah oui, il ressemble à des hyménoptères, vous savez pourquoi? Parce que c'est un moyen de ne pas être emmerdé. Et d'ailleurs, en saison, vous les trouvez, ils sortent après les hyménoptères. Pourquoi? Parce qu'il faut le temps que les oiseaux de l'année apprennent ce que c'est qu'un hyménoptère et apprennent à les éviter. Et là, ça devient rentable de ressembler à un hyménoptère. Et donc, ils sortent souvent après, dans l'année. Bon. Alors, maintenant, réalignons les intérêts. Faisons en sorte que notre plante arrive à utiliser un insecte qui, cette fois-ci, ne va pas nécessairement toucher le pollen parce que ce n'est pas ce qu'il cherche. Comment faire? On est sur cette interaction-là. Alors, en réalité, là, c'est là qu'on va aborder les subtils détails de la fleur dont parlait Darwin. En fait, on va parler de la fleur standard. Et vous allez voir qu'il se cache dans les fleurs standards des tas de choses que, pour beaucoup, j'imagine, vous connaissez déjà comme des stratégies pour manipuler les insectes et les obliger à polliniser, mais vous allez découvrir des choses que vous connaissez bien sous un autre registre fonctionnel. Alors ça, c'est une fleur de... Oui, donc de la famille des... Alors, pas du tout, parce que, pour le coup, il y a des solanacées comme le tabac qui ont des fleurs en tube. C'est une fleur d'une plante qui est une solanacée, sachant que les solanacées peuvent avoir des fleurs qui n'ont pas du tout cette forme-là. Cette fleur-là, elle a 3 caractéristiques. 1, elle est légèrement penchée. 2, les pétales sont soudés. Donc l'insecte ne va pas pouvoir arriver par là. S'il veut prélever le nectar qui est là, il faut qu'il arrive par là. Fleur penchée, pétales soudés, donc on pourrait se poser dessus, mais ça ne sert à rien. Et la seule façon, c'est d'arriver là. Et là, il faut se cramponner à ça. Et ça, c'est les étamines qui sont en rostre, mais qui ont la caractéristique de s'ouvrir par le bout. Donc vous avez un cône d'étamines super glissant. Essayez pas de vous cramponner à ça. Mais qui sont ouvertes par le bout. Et ce type de fleurs-là, eh ben en fait, l'insecte, il va essayer d'aller butiner là. D'ailleurs, là, regardez, il y a des visiteurs qui sont tout petits. Je ne sais pas ce que c'est, mais ils sont en train de butiner. Et eux, à mon avis, ils ne vont pas polliniser. Une bonne gueule de tricheur, ça. Que fait l'État? Et donc, j'ai mes étamines ouvertes par une déhiscence qu'on appelle poricide. Et ça existe dans beaucoup de familles. Regardez. Voilà une boraginacée qui a une fleur tout à fait originale pour les boraginacées, donc c'est la bourrache pour le coup, c'est le génotype de la famille des boraginacées. Regardez, c'est pareil, c'est un peu soudé, c'est penché, l'insecte qui peut arriver par là, mais ça ne sert à rien, il faut qu'il arrive par là, et c'est lisse, et si vous regardez bien, la déhiscence est poricide. C'est une fleur comme ça. Alors en fait, l'insecte, il va se cramponner là, puis ça glisse. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de vibrer, il essaie de volter pour se maintenir là, et la fréquence de vibration fait sortir le pollen, qui ne sort pas tout seul, mais qui a une certaine fréquence qui est comme par hasard, par sélection naturelle, qui est la fréquence d'un hyménoptère, parce que c'est des hyménoptères qui font ça bien. Quand vous êtes un papillon ou un syrphidé, ça vous ne savez pas faire. Les ailes de syrphidé ne permettent pas du tout de faire comme ça. Et donc, c'est des trucs d'hyménoptères, c'est des fleurs à hyménoptères. C'est pour ça d'ailleurs qu'on élève des ruches de bourdon dans les serres où on fait de la tomate. Parce que ça, c'est une fleur de tomate. Vous y êtes? Donc en fait, c'est des fleurs qui contraignent l'insecte à faire quelque chose qui fait qu'il va s'en foutre plein l'abdomen. Puis quand la fleur est un peu plus vieille, il y a le pistil qui dépasse, et donc quand il fait ça, il se frottasse l'abdomen contre le pistil, et voilà. Alors ces fleurs-là, vous voyez, vous avez un insecte là qui est en train de butiner, et il est en train de faire vibrer la fleur, et vous voyez, ça fait des gerbes de pollen qui sortent, et qui lui tartinent l'abdomen. C'est pas beau ? Ces fleurs-là existent dans d'autres groupes. Vous les retrouvez chez les éricacées avec certains vacciniums. Vous les retrouvez chez les primulacées avec des trucs un peu exotiques, mais aussi simplement le... Mais non, le truc qui est en forêt, qui a un gros bulbe tout rond. Merde, j'ai oublié le nom. Aidez-moi. Les cyclamènes, voilà. Cyclamène, ça a une fleur comme ça. Les ramondiacées, certaines liliacées de l'hémisphère austral. Ça, c'est un truc d'Amérique du Sud, je crois. Ça fonctionne pareil, c'est une liliacée, mais bon. Voilà, là, j'ai les conantéracées. Alors, leur nom est bien
eh bien, elles sont bien nommées, hein. Les anthères sont connées, c'est-à-dire elles sont ensemble. Voilà, alors ça c'est une famille à part entière qui est toute comme ça. Là j'ai des trémandes racées, alors là on est en Australie, regardez c'est pareil, hein, c'est le même truc, sauf que les sépales, bon, enfin les pétales sont libres ici. Et quand vous regardez l'arbre évolutif là, avec l'ancêtre commun de toutes les plantes, et ben, vous voyez que dans l'évolution des plantes, c'est apparu 21 fois, des fois toute la famille a des fleurs comme ça, puis des fois, comme les solanacées ou les borraginacées, seuls certains groupes ont cette forme de fleur, mais c'est apparu plusieurs fois dans l'évolution, une fleur à hyménoptère. Alors ça c'est un peu marrant, on se dit ah oui tiens bon mais enfin la fleur en général ça ressemble à ça. C'est une adaptation particulière qui est apparue plusieurs fois, mais le vrai problème c'est comment un truc comme ça arrive à obliger les insectes à fonctionner. Et en fait je me suis rendu compte qu'on les voit mal ces fleurs pour comprendre comment elles marchent. Parce qu'il y a un petit détail que les étudiants en botanique ont décidé des millions de fois en faisant des diagrammes floraux, un petit détail qu'on voit mieux en regardant les choses à l'envers. C'est que les sépales sont alternes avec les pétales. Et donc, on ne peut pas accéder par là. On peut se poser. Bon, en plus, c'est poilu et visqueux souvent, donc c'est pas vraiment le rêve. Hein. Mais là, c'est poilu et visqueux. Hein. Mais si c'est pas poilu et visqueux, on peut se poser. Mais comment faire pour mettre sa trompe entre les... Ben, on ne peut pas parce que, vous voyez, les pétales et les sépales sont alternés. Et ça, on l'a tous, nous, étudiants en biologie, dans le passé plus ou moins lointain, hein, mais enfin, à une époque, on l'a dessiné, hein, toi et moi. On a tous dessiné des sépales alternes avec des pétales sans jamais tirer cette conclusion fonctionnelle que c'était une bonne façon d'empêcher les insectes d'aller faire des bêtises et les obliger à se présenter par la face où il y a le pollen et le pistil. Alors l'autre façon, c'est d'avoir des pétales soudés. Parce que là, l'insecte, il est obligé de rentrer sa trompe ou son corps, et quand il rentre, qu'est-ce qu'il y a sur le trajet entre l'entrée et la zone où il y a le nectar ? Eh bien, il y a les étamines et où le pistil. Vous y êtes ? Les corolles soudées, c'est une façon de faire ça. Là, l'insecte, alors il ne peut même pas se poser, là. Hein. Il met sa trompe là-dedans, et puis au passage, il se tartine où il dépose le pollen. Ça, c'est une fleur un peu âgée, elle est femelle, on va y revenir. Quand elle est jeune, c'est les étamines qui sont vraiment dans l'axe, là. Voilà, alors regardez, voilà la jeune fleur, là les étamines sont vraiment dans l'axe. Hein. Le pistil est encore discret, en arrière-plan. Voilà, et là, quand vous butinez là-dedans, il n'y a pas le choix. Hein. Bon. Alors, on peut aussi avoir en plus ou à la place les sépales soudés. Ça marche aussi. Et je voudrais terminer sur cette histoire-là. Quand j'étais étudiant, donc dans cette époque lointaine où on a fait nos études, c'était facile. Hein, il y avait les apétales, les gamopétales et les dialipétales. On avait classé les plantes en 3 groupes selon leurs fleurs. Il y avait celles qui n'avaient pas de pétales, celles qui avaient des pétales soudés et celles qui avaient des pétales séparés. Et puis on s'est aperçu en fait que dans l'évolution, c'est beaucoup plus complexe. Et si on essaie de faire des groupes qui sont homogènes évolutivement, plusieurs fois il y a eu des pertes de pétales et plusieurs fois les pétales qui historiquement sont séparés sont devenus soudés. Alors, là, je m'aperçois qu'il y a un peu de floutage, c'est l'inverse. On voit très bien que l'ancêtre, dans l'arbre, les premières lignées ont des pétales séparés, en jaune, désolé, la traduction, j'ai traduit ça un peu tard hier, je pense. Donc, voilà, et plusieurs fois dans l'évolution, des groupes sont apparus, ou des espèces sont apparues, où les pétales sont soudés. C'est l'inverse. Hein. Vous voyez que dans l'évolution, il y a eu plusieurs fois émergence de pétales soudés, et ça, c'est plusieurs fois l'émergence d'un mécanisme qui oblige l'insecte à se présenter par l'avant et à ne pas pouvoir arriver par les côtés ou par derrière. Alors vous pouvez avoir des dispositifs encore mieux fichus. Regardez, ça c'est la sauge. Quand l'insecte arrive, il y a un système de clapet là, qui fonctionne et ça renverse l'étamine qui vient lui tâter l'abdomen. Quand la fleur est plus vieille, le pistil a grandi et vient tripoter le même endroit et donc récolter le pollen. Voilà. Alors voilà comment fonctionne ce clapet. Vous voyez que là, vous avez un axe qui porte l'étamine et une expansion renflée qui fusionne avec l'expansion renflée de l'autre étamine. Donc les deux étamines ont chacun un pédoncule qui amène à un système avec d'un côté l'étamine et de l'autre côté un renflement fusionné au renflement d'en face. Quand l'insecte arrive, il est obligé de pousser ça pour aller chercher le nectar. Ce que nous allons voir ici, là,
on tire l'étamine et on filme la gorge. Vous voyez, quand on tire l'étamine, le clapet, il monte. Donc quand l'insecte pousse, il pousse le clapet et l'étamine descend. Vous y êtes? Enfin, les deux étamines descendent. Alors quand on regarde ça, on se dit « Oh, la nature est super bien faite ». Tu parles. Si la nature était bien faite, les insectes, ils passeraient par la case pollen sans qu'il y ait un dispositif comme ça. Et sans qu'on ait à faire un clapet en plus. C'est juste quelque chose qui contraint à la coopération les insectes. Mais des trucs comme ça, il y en a plein. Tiens, une famille australienne un peu amusante, les Styliliacées. Alors elles ont 4 pétales, souvent avec une certaine zygomorphie. Et regardez, il y a un espèce de truc, qui a l'air de fiche le camp en repartant vers l'arrière, là. Alors ce truc qui fiche le camp en repartant vers l'arrière, c'est en fait une sorte de rostellum, c'est-à-dire une structure qui est formée de la soudure du pistil et des étamines. Regardez, il y a la fleur, là, et il y a cette espèce de système, là, qui est complètement déjeté, où il y a les étamines et le pistil soudés. Sur une même colonne, une colonne déjetée. Et en fait, ce truc-là, quand l'insecte arrive, regardez. Alors, vous voyez, c'est déjeté, là. On joue à l'insecte. Et alors, ce qui est bien, hein, c'est que, en fait, ça a un temps de retour. Donc, quand on l'escagasse, ça vient taper l'insecte qui, lui, est en train de prélever du nectar. Et ça l'oblige soit à déposer son pollen, soit à prélever du pollen. Et puis, il y a un retour à l'équilibre qui se fait. C'est des histoires de répartition de l'eau entre les cellules de part et d'autre à la base. Et le truc peut refonctionner. On s'était amusé avec un ami que tu connais, Jean-Marie, à regarder combien de fois on pouvait exciter un rostellum avant qu'il s'épuise. Ça marche une douzaine de fois. Enfin, sur l'espèce qu'on avait étudiée et que, du coup, on a oublié d'identifier. Bon, alors, ça existe aussi chez pas mal de plantes de la famille des légumineuses, et notamment sur les cytises ou... non, c'est... Les spartiums aussi, ça marche bien. Alors, regardez, pouf! En fait, comment ça marche? C'est très simple. Dans la toute jeune fleur, les étamines sont entre les ailes ici, dans ce qu'on appelle la carène. Et avec la maturation, elles ont envie de sortir. Mais elles sont enfermées dans la carène, qui est cet élément-là. Là. Sauf que la carène est formée de 2 pétales soudés entre elles, et quand on écarte pour aller butiner, on libère, on permet à cet ensemble de pistils de reprendre, cet ensemble d'étamines, de reprendre sa forme idéale, et on tartine de pollen le ventre de l'insecte. Quand l'insecte revient après, c'est plutôt le pistil qui s'est trouvé dégagé et qui a une forme de brosse qui va fonctionner. Voilà, tout ça c'est encore de la coévolution. Tous ces petits dispositifs, il y en a des dizaines, ils vont en fait quelque part contraindre un insecte venu chercher du nectar à embarquer du pollen ou à en déposer. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça se passe mal, en fait, quand même, parce qu'il y a des insectes qui contournent ça. Il y a ceux qui, quand ils voient un tube, font un trou dedans pour aller chercher le nectar. Voilà, il suffit d'avoir des bonnes pièces buccales. Et ça, regardez sur le chèvrefeuille, par exemple, c'est très facile à voir. D'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure, ça, là, c'est quoi ? C'est une tricherie secondaire, c'est-à-dire qu'à un moment, le nectar est dans un tube, il y en a il y a des insectes dont l'évolution leur permet, avec des mandibules appropriées, d'aller chercher le nectar en bousillant le tube. Il y en a même qui vont chercher des choses jusque dans le bouton. Ils font un trou, puis quand les pétales sont dépliés, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. C'est joli, hein ? Là, c'est une ampuse qui est en train d'introduire un stylet sous le clapet, et qui est en train de prendre le nectar, mais comme elle passe sous le clapet, pas de pollinisation. Alors, les fleurs de sauge, c'est aussi des fleurs où très souvent, le tube de la corolle est détruit latéralement par des tas de trucs. Bon. Vous connaissez l'espèce qui triche sur l'acacia, entre guillemets, le robinier pseudo-acacia ? C'est nous. Nous, on prend le bon goût sucré de l'acacia en beignet, et on ne pollinise pas. Ça ne donnera pas de fruits.
On le fait souvent, et tant pis pour la bourrache, hein, parce qu'elle a un bon goût d'huître et de fruits de mer, donc on la met dans des... Voilà, et ça va pas polliniser non plus. Hein. Donc on fait partie des espèces tricheuses. Ça veut dire qu'en fait, c'est une course évolutive perpétuelle. Des dispositifs apparaissent, mais ça sélectionne des contournements. Typiquement, les fleurs tricheuses, quand vous les regardez bien, c'est des espèces où les fleurs sont extrêmement diverses. Elles changent par plein de détails. Pourquoi ? Parce que plus vous êtes différent des autres, moins il y a de chances que l'insecte puisse vous reconnaître. Et ça, c'est un mécanisme évolutif qui fait que les plantes tricheuses sont dures à mémoriser. Parce que chaque fois qu'on est différent, on est moins mémorisable. Vous y êtes ? Et de même, on a vu apparaître des insectes qui étaient capables de contourner ce qui était une parade à des comportements indésirables des insectes à l'instant. En fait, c'est une course évolutive perpétuelle, la coévolution. Chaque parade sélectionne en fait la contre-parade. Vous avez des maladies, vous inventez des antibiotiques, les bactéries inventent la résistance aux antibiotiques. Ça, c'est une chanson connue. La coévolution ne fonctionne pas que dans le cas des fleurs et des insectes. C'est une règle perpétuelle qui fait que dans l'évolution du vivant, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emporté sans retour, nous ne pourrons jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour. L'évolution, c'est perpétuel. Dernier point, il y en a qui abandonnent la bataille. Il y a des issues de secours qui ne sont pas terribles, mais qui vont permettre à certaines plantes de se dispenser de cette course-poursuite. Il y a des partants. Alors déjà, il y a ceux qui pratiquent l'autofécondation. Quand vous vous autofécondez, vous avez un risque de consanguinité. Il l'est moins si vous le faites depuis plein de générations, pour des raisons que je ne vais pas détailler, mais au moins vous n'êtes pas emmerdé par les insectes. Il y a plein de plantes autogames, et en ce moment, on est dans la saison, en tout début de saison, il n'y a pas beaucoup d'insectes, il y a toutes ces plantes à toutes petites fleurs. J'ai vu je crois que c'est des Drabaverna, là, par terre dans les mousses. Hein. Il y a toutes ces plantes à toutes petites fleurs et à pétales un peu fermés, qui sont autogames, qui s'autofécondent, et là, pas d'ennui avec les insectes. Ça, c'est une stratégie qui, en plus, est très bonne pour des plantes de début de saison. Parce qu'une fois de plus, en début de saison, vous n'êtes jamais très certain que les insectes soient au rendez-vous. En fait, toutes les plantes ont une autogamie de sauvetage, au cas où, d'ailleurs. Ça, c'est méconnu. Mais ça se voit très bien, par exemple, sur une plante, ici, comme la campanule. Il y a la même chose, mais c'est parce que c'est un groupe très proche, chez les astéracées, hein, chez les plantes de la famille des pâquerettes. C'est qu'au début, le pistil, d'ailleurs, c'est lui qui présente le pollen, parce que les étamines se sont vidées sur les poils du pistil. Il porte le pollen. Puis il s'entrouvre et il devient réceptif par ces parties-là. Et il continue de s'entrouvrir, il se roulotte complètement. Et si jamais... il finit par toucher son propre pollen. Surtout s'il n'a pas été visité et qu'il reste du pollen. Donc il y a une priorité au pollen venu des autres fleurs qui peut féconder à ce stade-là et à ce stade-là. Mais à la fin, il va aller chercher son propre pollen. Et dans un second temps, il peut... s'auto-féconder. Mais il y a une priorité au pollen venu d'ailleurs. Il y a une priorité à l'empêchement de la consanguinité, mais mieux vaut faire des descendants consanguins que pas de descendants. Comme je dis à mes étudiants, mieux vaut faire du sexe avec soi-même que pas de sexe. Mais c'est vrai, je parle du sexe comme une façon d'obtenir des descendants par voie sexuée. Hein. Alors, ça existe chez plein de plantes. Peut-être que le meilleur exemple, c'est les malvacées, où vous avez cet ensemble d'étamines qui ont un pédoncule commun, hein, qui sont poudreuses au début, puis au bout d'un certain temps, ces étamines, normalement elles sont vidées, et ils poussent entre elles, pouch, le pistil qui se déploie. Normalement, le pollen est parti, et il va surtout recevoir du pollen venu d'ailleurs. Mais si jamais il n'y a pas eu d'insecte, il va être au-dessus de la masse de... Là, il n'y a plus de pollen pratiquement. Mais s'il n'y en a pas qui a été enlevé, il va être au-dessus de son propre pollen et il va pouvoir s'auto-féconder. Il y a plein de fleurs comme ça qui sont auto-fécondées. D'ailleurs, dans un contexte où les pesticides tuent de plus en plus d'insectes, les plantes deviennent de plus en plus autogames. Et c'est ce qui a été démontré sur une violette, avec de jolis guides, là, par des collègues du CNRS de Montpellier. Regardez, les fleurs, quand on compare les populations ancestrales aux populations dérivées. Vous voyez, c'est des couples. Ça, c'est des graines qui ont une trentaine d'années. Ça, c'est des graines de la même population actuelle. Vous voyez que la taille de la fleur est moins grande. Ça, c'est moins d'affichage. Vous voyez que le nombre de guides est moins grand.
la fleur est moins construite d'une façon qui attire et qui guide les insectes. Le volume de nectar est moins important. Le nombre de visites, du coup, il n'y a rien à bouffer, c'est pas bien indiqué, le nombre de visites est moins important. Alors là, les significativités sont moins fortes. Mais en fait, l'adaptation à un monde où 80%, à une Europe où 80% des insectes ont disparu en 30 ans, la réponse adaptative, c'est d'être moins dépendant des insectes, d'investir moins là-dedans et en fait d'être plus autogame. Deuxième issue de secours, la fécondation par le vent. Alors il y a des tas d'organismes qui font ça. Le problème, c'est que, alors là, vous ne risquez pas d'accident avec l'insecte, mais comme le pollen part dans toutes les directions, il faut en faire beaucoup. C'est ce que font les pins. Bon. Et alors, ils en font tellement beaucoup qu'il en arrive dans nos poumons, et c'est ça qui fait les allergies. Ce n'est pas le pollen des plantes transportées par... Le pollen est transporté par les insectes, c'est le pollen des 20% d'espèces de plantes où le pollen est transporté par le vent et atterrit n'importe où, y compris dans nos poumons. Le petit détail, c'est que quand le pollen arrive sur le pistil, une molécule qui l'émet pour indiquer au pistil sa présence et qui va permettre au pistil de lui adresser de l'eau et du sucre, c'est le protoxyde d'azote. Or, chez l'homme, mauvaise coïncidence, le protoxyde d'azote est un des agents de l'inflammation. Donc quand le pollen arrive dans le poumon, il dit « Tiens, c'est humide, je suis arrivé », il envoie le protoxyde d'azote, et chez certains, ça donne le rhume des foins, et c'est assez désagréable. Bon, c'est un détail, mais en tout cas, vous voyez que ce n'est pas parfait, ce n'est pas les mêmes problèmes, ça a des avantages, il n'y a pas de problème d'insectes, il n'y a pas à nourrir les insectes, mais il faut faire plus de pollen. Bon, il y a de la place pour toutes les stratégies, aucune n'est parfaite, le monde ne peut pas être bien fait. La fleur entomogame, c'est l'histoire d'une des solutions pour faire des petits en limitant la consanguinité, mais ce n'est pas parfait. C'est un de ces nombreux pis-aller dont est fait l'évolution. Ça optimise certaines choses, mais pas tout. Néanmoins, c'est une formidable leçon de coévolution. C'est une formidable histoire quand on la regarde bien, cette fleur pollinisée par les insectes, de la façon dont les espèces s'entre-sélectionnent les unes les autres, sont interdépendantes les unes des autres. C'est une de ces formidables histoires qui nous raconte que le vivant est uni par tout un tas d'interactions et qui s'en échappe n'est pas sûr d'en réchapper. Voilà, merci de votre attention.